Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif en partenariat cette semaine avec ProDurable, le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Mon invité, c'est Didier Vellozo, le président exécutif de GS1 France. Avec lui, on va découvrir ce que le QR code augmenté, appelé à remplacer progressivement le code barre, va offrir comme opportunité pour développer l'économie circulaire. Dans notre débat, on verra concrètement comment deux secteurs, le tourisme et l'immobilier, mettent en œuvre la sobriété énergétique avec les exemples de Pierre et Vacances Center Park et de la Poste Immobilier. Et puis la start-up éco-responsable du jour, c'est la Puzzlerie qui propose des puzzles neufs, mais surtout de seconde main et made in France. Voilà pour les titres, c'est parti pour ce Smart Impact spécial ProDurable. Bonjour Didier Vellozo, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le président exécutif de GS1 France. Il faut commencer par présenter GS1, organisation internationale à but non lucratif. Ça sert à quoi GS1 ? C'est quoi ? Alors GS1, c'est une organisation effectivement internationale, neutre et à but non lucratif. Ouais. On est présent dans 150 pays. On a été créé il y a 50 ans par des entreprises justement qui voulaient régler un problème simple, développer un langage commun pour mieux communiquer, mieux échanger, donc faciliter les échanges entre partenaires commerciaux. C'est de là qu'est né GS1, l'organisation internationale. Alors GS1, c'est un langage commun qui est défini justement par ces entreprises. Vous parlez de standards, c'est ça ? Tout à fait, donc des standards qui sont développés au sein de GS1, qui est une plateforme de collaboration très forte. Et ces standards, qu'on appelle des standards GS1, en fait, ils servent à identifier principalement pour mieux échanger. Identifier, ça veut dire quoi ? Grâce au standard GS1, on est capable d'identifier un produit, par exemple, de façon unique. On a une façon de le décrire, on lui attribue un code, et ce code va ensuite suivre la vie du produit tout au long de la chaîne de valeur et va ainsi être échangé entre plusieurs mains. Un point important, c'est que ces standards GS1 sont interopérables. Et ouverts au plus grand nombre, ils sont universels évidemment, et c'est important parce que ainsi ils peuvent être utilisés par le plus grand nombre, ce qui facilite la digitalisation et l'automatisation des échanges. Ouais. Donc c'est vraiment un langage commun international qui favorise aussi évidemment le business et le commerce dans le monde. On va beaucoup parler du code barre, c'est le meilleur exemple, d'ailleurs il fête ses 50 ans, il y en a d'autres, on y viendra, mais c'est le meilleur exemple, le code barre. C'est le plus connu en tout cas, c'est le plus connu par le plus grand nombre parce que ça fait 50 ans qu'on voit le code barre GS1 présent notamment sur nos emballages. Il suit encore une fois toute la vie du produit. Ce code barre GS1, c'est un code qui est lisible sur toute la chaîne de valeur et qui va permettre notamment pour les consommateurs que nous sommes de passer plus rapidement en caisse par exemple. Parce que dès qu'il est scanné, on entend un bip et le prix s'affiche. Et ce bip, on l'entend 10 milliards de fois par jour dans le monde. C'est vous dire l'impact important et le rôle important qu'a GS1 au niveau mondial dans l'identification pour mieux échanger. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce code barre ? Je me suis toujours posé la question, parce qu'effectivement, moi je vois le prix qui s'affiche, très bien, ça correspond à ce que j'avais vu en rayon, super. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors le code barre, c'est ce qu'on voit évidemment, c'est ce qui est le plus visible, c'est aussi un standard GS1. Bien évidemment. Vous pouvez lire en dessous un code, et qui est le code unique dont je vous parlais à l'instant, qui va permettre d'identifier de manière unique et non ambiguë ce produit tout au long de la chaîne de valeur. Et le code barre, c'est en fait une façon de traduire ce code, tout simplement, qui va être lisible plus rapidement par les machines et qui va renvoyer à toute une série d'attributs, d'informations produits qui seront ensuite utilisés à bon escient en fonction de là où on se trouve dans la chaîne de valeur, à la caisse. Ce qui intéresse surtout, c'est le prix, et c'est ce qui ressort, et c'est là où on entend un bip pour dire, voilà, on a bien enregistré ce produit, et le prix qui aura été pré-renseigné évidemment par l'enseigne apparaîtra directement en caisse. Alors, on a ce code barre, il y a déjà pas mal d'informations dedans, il existe depuis 50 ans, il fête ses 50 ans, vous nous l'avez dit, mais vous êtes, et vous l'avez annoncé récemment, en train de préparer le passage, la transition vers le QR code augmenté. Alors, le QR code, là aussi, on sait ce
que c'est, nous, consommateurs, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans ce QR code augmenté qui va remplacer progressivement le code barre? Alors, un QR code, d'abord, il faut se dire que le QR code aura les mêmes informations qu'un code barre. Il faut garder à l'esprit qu'au niveau mondial, on a 1 milliard de produits qui ont un code barre. On ne change pas le code barre comme ça. D'ailleurs, on s'est donné 5 ans minimum pour faire cette transition. Très bien. Donc, ça veut dire que pendant un certain temps, il y aura les deux. Voilà. Sur les paquets, il y aura le QR code et le code barre. Absolument, absolument. On aura les deux qui vont cohabiter pendant un certain nombre d'années, le temps de s'assurer que, notamment les lecteurs, tout au long de la chaîne de valeur, seront en mesure de lire le nouveau QR code. Une fois qu'on a planté ce décor-là, ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que le QR code aura les mêmes informations qu'un code barre classique. Ce qu'il apportera de plus, c'est un accès au monde infini du web. Donc, il permettra aux marques, notamment, de donner énormément d'informations aux consommateurs. Et il va permettre de gérer à la fois de la donnée dynamique et de la donnée statique, c'est-à-dire de l'information beaucoup plus riche et de l'information dont on aura besoin, notamment pour des cas d'usage d'économie circulaire. Oui, alors justement, on va parler, il y a aussi une notion de transparence pour le consommateur, parce que moi, le code barre, je ne peux pas le lire, alors que le QR code, je pourrais le faire avec mon téléphone. Ça, on va y revenir plus tard, mais l'économie circulaire, effectivement, c'est au cœur de notre entretien. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'amélioration? Parce que quand j'ai commencé à me pencher sur cette interview, je me suis dit, quel rapport avec l'économie circulaire? En quoi ça va pouvoir accélérer le développement de l'économie circulaire? Alors, vous l'aurez compris, au cœur du business de GS1, il y a l'information, il y a la donnée produit, et plus précisément la donnée produit standardisée. Pour accélérer la part de circularité dans notre économie, on va avoir besoin d'une information produit beaucoup plus riche, dont la nature va aussi évoluer. Et cette information, il faudra qu'on la mette à disposition de l'ensemble des personnes de la chaîne de valeur, mais également des consommateurs, pour que lui aussi puisse choisir, consommer en connaissance de cause. Donc, il faut bien d'abord garder ça en tête pour se dire que ce QR code, eh bien, contrairement au code barre, va permettre tout ça. Il va permettre de donner accès à beaucoup plus d'informations produits. Il va aussi permettre d'avoir de la donnée produit de nature différente et surtout, comme vous l'avez dit, donner accès à cette information aux consommateurs. J'entends ça, mais concrètement, comment la seconde, parce que là on parle d'économie circulaire, donc on passe du j'achète, je consomme, je jette à j'achète, je consomme et je donne une seconde vie et peut-être une troisième vie, etc. etc. Alors, qu'est-ce que ça change? Pourquoi j'ai besoin d'un QR code pour ça? Alors d'abord, vous aurez besoin j'insiste bien, beaucoup plus d'informations. Prenons le cas très concret du recyclage. Alors c'est très important de pouvoir mettre le bon plastique dans la bonne poubelle. Encore faut-il qu'au niveau du tri, les machines soient capables d'identifier le type de plastique pour que ce plastique-là soit trié au bon endroit. D'accord ? Sinon, tout l'effort qui aura été fait sur l'ensemble de la chaîne n'aura servi à rien. Donc, il est important qu'on définisse de quelle information on va avoir besoin, de quelles données produits en amont, collectivement, avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, on va avoir besoin, du début jusqu'à la fin, pour qu'on sorte d'un modèle qui est de produire, de consommer, de jeter, à un modèle où on va produire avec du plastique recyclé, on va consommer et on va favoriser encore le recyclage parce qu'on aura mieux identifié le type d'emballage, le type de plastique, etc. etc. Je pense, économie circulaire, je pense au gaspillage alimentaire, par exemple. Est-ce que là aussi, il y a un avantage à passer du code barre au QR code augmenté? Absolument, parce que le QR code augmenté, comme on le disait tout à l'heure, va permettre d'avoir ce qu'on appelle de capturer de l'information dynamique. Et cette information, un exemple d'information dynamique, c'est la DLUO, la date limite d'utilisation. Eh bien, dans les mois et années qui suivent, on va être capable de mettre cette information dans le QR code, de telle sorte que les distributeurs seront en mesure de gérer leur
leur promotion, par exemple, au moment où on passera en caisse, et de favoriser ainsi l'anti-gaspillage, parce qu'ils pourront, par exemple, donner une petite ristourne à un produit dont la date limite d'utilisation est très proche. Et puis, donc, il y a cette transparence vis-à-vis du consommateur qui est importante à mettre en avant. Toutes ces informations dont vous parlez, elles seront disponibles pour les consommateurs, avec leur téléphone. Encore une fois, il va falloir qu'on continue d'enrichir la façon de décrire un produit, qu'on se mette bien d'accord, et c'est le rôle de GS1 avec la collaboration et le travail que nous faisons avec nos adhérents. Une fois que ces standards sont enrichis et qu'ils sont déployés par le plus grand nombre, alors oui, nous serons capables de mettre tout ça en place. Mais ça existe déjà. Il y a un QR code, il y a des marques qui enrichissent leur expérience client pour reprendre la formulation grâce au QR code. Bien sûr. Et justement... Est-ce que vous dites que le monde infini du web, on pourra avoir des vidéos, on pourra accéder à tout ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est déjà possible avec des QR codes qui ne sont pas des QR codes GS1. Et c'est la raison pour laquelle on insiste autant sur les avantages du QR code augmenté GS1, qui, lui, a toutes les informations, je dirais, logistiques, qui permettront d'avoir et des données, toutes ces nouvelles données de numéro de lot, de date limite d'utilisation, qui seront capturées, mais qui permettront, comme n'importe quel QR code aujourd'hui, d'avoir un accès au monde infini du web. Est-ce que ça va coûter cher aux marques, aux magasins, par exemple ? Vous vous dites que ça va nous prendre 5 ans, peut-être un peu plus, la transition. C'est justement pour, on va dire, digérer ces investissements ? Alors non, c'est plutôt pour être sûr que... parce que là, on parle... il faut garder en tête, quand je vous donnais le chiffre d'1 milliard de produits qui ont un code différent dans le monde, c'est se donner suffisamment de temps pour que nous puissions faire une transition qui ne pose aucun risque au niveau de la supply chain mondiale, je dirais. Parce que les enjeux sont évidemment très, très, très importants. Donc on s'est donné cette période de 5 ans pour être capable de lire. Ça veut dire que le code barre risque de cohabiter encore plus. Effectivement, on doit à la fois s'assurer que le code barre sera lisible, donc c'est plus le rôle des distributeurs et de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et effectivement, en fonction du type d'information que les marques voudront capturer dans ce QR code, les investissements seront plus ou moins importants. Merci beaucoup Didier Veloso, à bientôt. Merci à vous. Sur Bismart, c'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle sobriété énergétique dans 2 secteurs, le tourisme et l'immobilier. La sobriété énergétique, c'est le thème de notre débat. Je vous présente tout de suite mes invités. Émilie Ries, bonsoir, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice RSE de Pierre et Vacances Center Parcs. Dang Tran, bonjour, bienvenue à vous aussi. Directeur adjoint de la Poste Immobilier. On va parler de ces enjeux de sobriété énergétique. D'abord, quelques mots de présentation quand même. Pierre et Vacances Center Parcs, c'est combien de résidences, de parcs de loisirs, j'en passe et les meilleurs? Alors nous, on est le leader du tourisme de proximité et on gère 200 destinations. On est exploitant touristique et on gère 200 destinations en Europe sur 4 marques majeures que sont Pierre et Vacances, Center Parcs, Maeva et Adagio. Oui, effectivement. Donc on a bien la vision de ce que représente le groupe. La Poste Immobilier, on connaît très bien la Poste. Elle fait partie du quotidien de la vie des Français depuis des siècles. Mais la Poste Immobilier, c'est quoi? Alors, est-ce que vous connaissez vraiment bien la Poste? La Poste, c'est 230 000 collaborateurs, 35 milliards de chiffre d'affaires, donc 40% à l'international. En France, c'est plusieurs métiers, le transport, mais aussi la banque assurance, le numérique, et puis les services grand public. Alors, l'empreinte en France, c'est 10 000 bâtiments, 6 millions de mètres carrés. C'est une consommation énergétique totale de 1 TWh. C'est l'équivalent de ce que produit une centrale nucléaire en un an, à peu près. Et donc la Poste Immobilier, c'est quoi? C'est la gestion de ce parc immobilier, absolument, c'est ça? Absolument. Nous sommes en charge de la gestion de 6 millions de mètres carrés, donc l'ensemble de ce parc. Alors on parle de sobriété énergétique. Je voudrais qu'on en discute d'abord peut-être assez généralement, parce que cette expression, elle est intervenue dans notre quotidien depuis quelques mois. C'est devenu un objectif collectif, allez, on va dire depuis un peu plus de 18 mois avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire quoi? Il a fallu attendre un conflit majeur pour qu'on se pose sérieusement la question?
Émilie Ries ? Non, heureusement, nous, on accueille 8 millions de clients par an. Je dis, c'est en gros 200 destinations. Et donc, les résidences que nous exploitons et les domaines, c'est des consommateurs d'énergie. Et on n'a pas attendu, heureusement, cette crise extrême pour piloter les consommations. Maintenant, il faut dire les choses. Il y a eu une injonction gouvernementale quand même. Oui, certes. Et puis, il y a quand même aussi une réalité économique. Bien sûr. Les factures ont drastiquement augmenté dans notre secteur comme dans d'autres. Et puis, il y a eu aussi un sujet de sécurisation des ressources. Quand on dépend notamment sur des center parks, on dépendait énormément du gaz allemand, par exemple. La première année de la guerre en Ukraine, c'était un véritable enjeu. De dire comment est-ce qu'on peut sécuriser notre exploitation si demain on n'avait plus cette ressource-là. Donc on n'a pas attendu cette injonction-là. Et puis ça, c'est en corrélation aussi avec l'autre sujet qui est corrélé, c'est l'empreinte carbone. C'est-à-dire que nous, on a pris un engagement d'être en accord avec les accords de Paris et donc de diviser par 2 les émissions carbone qui sont liées aux consommations d'énergie de nos sites. Et le premier levier pour atteindre cette trajectoire-là, c'est de baisser drastiquement nos consommations, en plus de développer les énergies renouvelables. Donc, j'entends votre argument, mais alors je vais vous poser un peu la même question, parce que dans les années 70, on appelait ça la chasse au gaspillage. Moi, je suis assez ancien pour m'en souvenir. Et puis après, on est repassé à nos habitudes de consommation d'énergie carbonée, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui change là, d'après vous ? Écoutez, c'est vrai qu'on a vécu de nombreuses années dans un contexte où l'énergie coûtait peu cher. Et donc, finalement, quand on faisait de la sobriété, on le faisait essentiellement pour être vertueux. La crise ukrainienne a révélé que c'est aussi un sujet d'économie, un sujet de compétitivité et de survie des entreprises. Il faut bien savoir que la facture énergétique du groupe La Poste a été multipliée par 3,5 cette année. Et atteint plusieurs centaines de millions d'euros. Et en ordre de grandeur, c'est équivalent au résultat d'exploitation d'une branche comme la branche grand public. Donc vous voyez bien effectivement que c'est devenu un vrai sujet de survie économique. Si j'étais provocateur, je dirais qu'il faut que ça continue pour qu'on accélère le changement. Je savais que la question serait pas forcément évidente, mais c'est une réalité. On est obligé d'accélérer la transformation collectivement, pas seulement vos 2 groupes ou pas seulement notre économie, collectivement, sous la pression de cette crise. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà en diminuant effectivement notre empreinte en termes de consommation, en volume, et en termes d'utilisation des ressources et gestion des déchets. Donc c'est ça que j'appelle déjà la sobriété pour La Poste. Ensuite, il y a la question des prix. La question des prix... on peut toujours, et je pense que les économistes dans ce pays convergent pour dire que le prix du CO2 aujourd'hui n'est pas à son bon niveau pour donner un signal aux acteurs économiques. En revanche, le prix de l'énergie, c'est un autre débat. Quand vous atteignez des prix de l'électricité, par exemple, autour de 400, 500, 600 euros le mégawattheure, alors que le coût de production de l'électricité est autour de 45, 50 euros le mégawattheure, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a une incohérence économique. Absolument. On est d'accord. Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de ce que vous avez déjà fait et puis de ce que vous comptez faire dans les prochains mois et les prochaines années. Pour un secteur comme le vôtre, le secteur du tourisme, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Déjà, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais avant même cette crise, pour être énergétiquement plus sobre, pour déjà faire des économies et puis effectivement rentrer dans les objectifs des accords de Paris. Alors, nous, on exploite, c'est ça notre modèle, des résidences de tourisme et des domaines touristiques, mais nous n'en sommes pas propriétaires. Ce qui est un enjeu majeur, parce qu'il faut convaincre les propriétaires. En effet, il y a un vrai sujet de gouvernance. Donc, cependant, on fait déjà des choses, nous, en tant qu'exploitants. Donc, ça veut dire concrètement, même si ce n'est pas l'impact le plus fort, mais c'est typiquement, va mettre à 19 degrés des températures à l'arrivée des clients, qui seront, eux, en charge d'ajuster ou pas la température. Et il y a un vrai sujet aussi, qui est peut-être le second volet chez nous, d'embarquer les clients là-dedans. Si vous partez skier toute la journée avec les radiateurs à fond, forcément, ça ne va pas aider la facture et les consommations. Maintenant, ça, c'est notre rôle d'exploitant. On fait plein d'autres choses en termes de maintenance. Maintenant, nous, on a décidé d'aller plus loin et on a lancé un énorme chantier qui est de travailler sur les sites les plus énergivores.
Et on se demande donc de convaincre les propriétaires de les rénover, c'est ça? Déjà, de se dire, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour améliorer la performance énergétique, donc pour baisser les consommations? Et aussi, quels sont les potentiels de production d'énergie renouvelable sur les sites? Est-ce que c'est une chaufferie bois? Est-ce que c'est la géothermie peu profonde? Et c'est une fois qu'on a fait ce diagnostic-là qu'on est en train de faire, qu'on peut se mettre autour de la table, et c'est la vocation qu'on a, c'est vraiment de proposer les solutions concrètes. Quels sont les travaux, qui sont souvent des travaux qui sont en effet liés à la structure du bâti? Quels sont les possibles, s'il en existe, mais il y en a assez peu, dispositifs de financement? Et puis, comment est-ce qu'on trouve des partenaires de confiance aussi pour accompagner ces propriétaires institutionnels ou particuliers, par exemple, pour réaliser un DPE? Mais de toute façon, on ne pourra pas faire seul diagnostic de performance énergétique. Oui, je crois que tout le monde commence à connaître ces initiales, mais je les rappelle. Donc, vous nous avez décrit ce qu'était le parc immobilier de la Poste. J'imagine que dans ce parc immobilier, il y a des immeubles plus anciens que d'autres, des immeubles qu'il faut rénover peut-être prioritairement. Vous avez fait quoi, une sorte de plan d'action? Oui, absolument. Alors, le parc immobilier de la Poste, il faut comprendre que c'est un parc essentiellement ancien, qui s'est constitué au fil de l'histoire et au fil des évolutions de la Poste. Évidemment, nos 6 millions de mètres carrés ne sont absolument pas homogènes. Il y a des bâtiments très performants qu'on a construits récemment, et puis d'autres bâtiments qui sont des vraies passoires thermiques. Quand on réfléchit sur la rénovation de ce parc, il faut se garder d'une approche uniforme, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'acharnement, entre guillemets, sur tous les bâtiments. Il faut regarder quels sont les bâtiments les plus importants, qui ont le plus de gisements en termes d'économie d'énergie, qui ont les plus de valeur, qui sont les plus stratégiques pour l'exploitation. Effectivement, on étudie effectivement un plan d'action global pour allouer de manière la plus efficace nos moyens financiers et à atteindre effectivement la meilleure performance énergétique. Ça veut dire qu'il y a certains bâtiments, vous allez préférer les vendre, par exemple, pour construire des bâtiments neufs à énergie positive? J'essaye de savoir à quel niveau de Nous avons une stratégie de cession, évidemment, mais nous ne cédons pas pour nous débarrasser du problème, entre guillemets. Voilà. Si nous cédons un bâtiment, c'est fondamentalement parce que la Poste n'en a plus l'usage en tant qu'exploitant. Ou bien parce que nous trouvons des opportunités de le recycler, de le remettre sur le marché pour en faire, par exemple, des logements, des bureaux, de la logistique urbaine, des résidences seniors, etc. C'est toute notre politique, finalement, de promotion immobilière pour le reconvertir dans d'autres usages. Pour compléter cette réponse, il faut bien comprendre qu'à la différence de Pierre et Vacances, nous sommes propriétaires pour la moitié du parc. Et donc, la question de l'investissement pour rénover ce parc-là, on l'a en tête depuis longtemps. Et on se dit que c'est aussi un enjeu de défense de la valeur du parc. Ainsi, depuis 2015, donc depuis 8 ans maintenant, nous avons une politique de travaux énergétiques embarqués, très inspirée des réflexions du Shift Project. Ça consiste à quoi? Par exemple, quand vous avez un ravalement de façade ou une rénovation de toiture, eh bien, vous mettez immédiatement en place des actions qui permettent d'atteindre une performance compatible avec les standards 2050. Donc, on n'a plus à y revenir, entre guillemets. Voilà. Donc, voilà, bon an, mal an, nous consacrons 20 à 30 millions par an dans cette politique-là. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que nous avons la nécessité de changer de rythme. Et donc, nous avons construit un plan d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros d'ici 2030. Il y a une dernière question que je voudrais vous poser, Émilie, vous avez commencé à l'évoquer, sur ce qui pourrait être un frein ou au contraire un accélérateur, on verra bien, nos comportements. Donc le comportement de vos clients. Et c'est compliqué quand son métier c'est le tourisme. Il faut satisfaire le client et en même temps on ne va pas lui imposer 19 degrés dans sa chambre s'il veut être à 23. C'est un défi qui peut être un peu compliqué? Oui, mais en même temps, et c'est peut-être ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on en a conscience plus ou moins qu'on est dans un monde fini, avec des ressources finies. Bien sûr. L'énergie comme d'autres. Donc, dans le métier du tourisme, qu'est-ce qui se passe? Vous partez en vacances, vous allez vous déplacer, donc prendre un mode de transport pour aller sur place. Ça, c'est déjà une part importante du bilan carbone du voyage. C'est le premier. Est-ce que je prends l'avion, la voiture, le train? C'est le premier poste. Et c'est ça, justement, qui va devoir changer. C'est se poser la question, comment est-ce que j'y vais? Je suis hébergé quelque part. Donc là, on a parlé pas mal du bâti. Et puis, il y a aussi les activités que je fais, comment je me restaure. Donc, pour répondre à votre question, il y a un vrai sujet de chacun doit faire sa part. Et nous, on a vraiment pour vocation d'être le catalyseur de ça, de travailler en partenariat. Et par exemple, nous n'offrons pas
de transport, on ne les vend pas. Et pour autant, on a un calculateur qui est très bien fichu sur maeva.com, par exemple, qui permet, avec Cocotte, vous calculer l'empreinte carbone de vos vacances, y compris les transports. On a des partenariats avec la SNCF. Il faut qu'on aille encore plus loin. Mais vous voyez, je pense que embarquer, c'est pas que les clients, c'est les propriétaires, les financeurs, les banques. Tout le monde a sa part à faire. Merci à tous les deux. Je rappelle que l'événement, le Salon Pro Durable auquel vous participez, se tient les 12 et 13 septembre prochains au Palais des Congrès à Paris. On passe à notre rubrique Startup éco-responsable, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec Laure Favre, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Spring, créée il y a 3 ans, août 2020, avec Philippe Cantet et Benjamin Guerville. C'est quoi Spring? Pourquoi vous l'avez créé? Alors, Spring, c'est une marque de lessive et de produits d'entretien, donc on a créé il y a 3 ans. Oui. Et on l'a créé sur une double ambition. La première, c'est celle de s'attaquer au fléau du plastique à usage unique, puisque en France, en moyenne, on produit par habitant 30 kg de déchets plastiques donc par an. Et la deuxième ambition, c'est celle de proposer des produits qui soient réellement sains. Aujourd'hui, en fait, dans un rayon de supermarché, il y a presque un produit sur 2 contient des matières dangereuses. Donc, on a créé cette marque qui propose donc des lessives et des produits d'entretien qui sont tous sans matières controversées et sans plastique à usage unique. C'est un secteur que vous connaissez bien, dans lequel vous avez travaillé. Il y avait quoi, une frustration de se dire j'arrive pas à trouver finalement les produits que je voudrais moi comme consommatrice, consommateur. Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'ai commencé. En fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans les produits d'entretien, donc ça fait plus de 20 ans. Et puis, j'ai traité aussi des marques écologiques. J'ai créé ma première marque écologique en 2008, donc ça date. Mais à l'époque, on s'intéressait que à l'aspect de la formulation et l'impact de la formulation sur l'environnement, ce qui est déjà une grosse part évidemment très importante. Mais au fil de ces années, je me suis rendu compte qu'il y avait un critère qui n'était jamais considéré, c'était celui de l'emballage, ou très peu considéré. En revanche, il compte quand même pour 60% de l'impact d'un produit. Donc j'ai voulu m'y atteler et c'est pas une mince affaire parce que supprimer le plastique de l'univers des produits d'entretien, enfin je veux dire on a tous marché dans un rayon de supermarché, vous voyez bien que tout est aujourd'hui emballé dans des emballages en plastique. Est-ce que c'était un défi technique? Est-ce que c'est si simple d'avoir une solution de remplacement? Ah non, c'est pas du tout simple. Oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout simple. Alors donc, faut imaginer que donc Spring, on a toute une gamme avec des lessives et des produits d'entretien rechargeables. Donc l'idée, c'est pas de plastique à usage unique. Donc nos fournisseurs, eux, ils sont habitués à produire des formules liquides et qui sont forcément emballées dans du plastique. Nous, on veut pas ça parce que faut savoir qu'un produit d'entretien, c'est 80 à 90% d'eau. Donc il y a tout le bilan carbone qui va avec, le plastique jetable. Ça sert à rien de transporter cette eau en question alors qu'on l'a chez soi. Exactement. Ouais. Et de la payer, accessoirement. Donc en fait, effectivement, c'est un challenge parce que d'abord, l'industrie n'est pas taillée pour fabriquer des produits qui ne viennent pas dans des emballages en plastique. Et puis quand vous êtes une start-up, que vous n'existez pas encore, que vous allez taper à la porte de ces industriels, on nous prend parfois un peu pour un ovni. On a la chance d'avoir trouvé des partenaires qu'on connaît depuis longtemps et qui nous ont accompagnés. Donc typiquement, on vend des capsules de lessive qui sont emballées dans une boîte en carton. En plus, elle a la particularité d'être très fine pour pouvoir rentrer dans une boîte aux lettres, parce qu'on propose aussi un service de livraison programmée. Et cette boîte, en fait, elle est équipée d'un système de sécurité enfant. Donc, créer un système de sécurité enfant sur une boîte en carton, il y a 3 ans, il y a même 4 ans quand on travaillait sur le projet, c'était un énorme challenge. D'ailleurs, on a fait breveter cette boîte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bidon qu'on va réutiliser autant de fois qu'on le veut. Alors, on a 2 parties dans la gamme. On a la partie des lessives. Là, en fait, c'est un produit, c'est des capsules de lessive classiques, je dirais, qui sont plus concentrées, sans matière controversée, mais un format qu'on connaît, dans cette boîte en carton. Et puis, il y a l'autre partie qui est la partie des produits rechargeables, où là, effectivement, l'idée, c'est de supprimer ces bidons. Donc, par exemple, on a un liquide vaisselle qui est proposé dans un flacon en plastique, donc en verre. Donc, vous allez acheter une bonne fois pour toutes un flacon en verre. Et on propose la formule sous forme d'une poudre qu'on va diluer dans de l'eau du robinet. Et là, on va retrouver exactement la même texture de liquide vaisselle qu'on connaît et la même efficacité. Alors, je reviens aux matières controversées. Vous avez employé cette expression tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez banni finalement de vos formules concentrées? Donc aujourd'hui, on a donc près d'un produit sur 2 qui a des matières dangereuses. Ça, c'est l'UFC Que Choisir qui le dit. Ça va jusqu'à plus de 70% pour la lessive. Et ces matières, ça peut être des allergènes. Donc on a trouvé jusqu'à 8 allergènes dans une seule lessive. Donc l'allergène, ça va vous créer des plaques, des démangeaisons, des cancérogènes et des perturbateurs endocriniens notamment. Donc ça, c'est toutes les matières que nous, on interdit, qu'on ne peut pas retrouver dans nos produits. On peut être aussi efficace
sans ces matières? C'était un autre défi, j'imagine. Oui, mais alors, comme vous l'avez dit, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ces marchés. J'ai travaillé d'abord sur des marques qui étaient des pures marques d'efficacité, donc je dirais que c'est aussi dans mon ADN. Et puis, de toute façon, n'importe quel consommateur ne sera jamais prêt à faire se transiger sur l'efficacité. Hein. Donc, on est aussi efficace que les produits conventionnels du marché, mais sans les matières controversées et sans le plastique à usage unique. Et dans l'efficacité, il y a évidemment l'efficacité de lavage, et puis il y a ce qu'on appelle l'hédonisme, donc c'est le parfum, parce que c'est hyper important, on aime tous quand on sort son linge de la machine que ça sente aussi bon qu'un produit classique. Réponse rapide, le prix, c'est forcément plus cher? Non, on est au même prix que les produits standards. Bon, merci beaucoup. C'était efficace comme dernière réponse. Merci à vous, Laure Favre, et bon vent à Spring. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Et merci aux équipes de Bismart, Alix Nguyen, qui est la nouvelle productrice et programmatrice de Smart Impact. Bienvenue à elle. Et je suis très heureux de travailler avec Alix. Je remercie aussi Olympe Le Temps, Saïd Mamou au son et Romain Luc à la réalisation. Je vous dis à bientôt sur Bismart. À demain, tout simplement. Ciao.